comment est-ce que on peut planifier des repas équilibrés tout en prenant compte justement des besoins de la femme qui est le SOPK? Alors effectivement, s'organiser pour les repas, c'est toujours un petit peu sportif, hein, surtout pour les femmes qui travaillent, qui ont les enfants, ou qui n'ont pas d'enfants mais qui ont des obligations à côté. Bonjour à toutes et bienvenue dans À l'écoute de votre fertilité saison 2, dédiée à vous, future maman, qui vous accompagne dans votre projet de grossesse. Tout au long de cette saison 2, nous vous partagerons des témoignages et histoires inspirantes de femmes qui sont devenues mamans grâce au programme BIMAM. Bonjour Gladys, j'espère que tu vas bien. Notre objectif pour ce 3e épisode est de répondre à une question fréquemment posée, à savoir comment adopter une alimentation saine en cas de SOPK. Cette interrogation revient régulièrement lors de tes sessions de coaching et aujourd'hui, nous souhaitons partager la réponse avec tous nos auditeurs. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bonjour Ons. Alors effectivement, moi j'ai commencé l'aventure BIMUM en 2021. L'envie de vouloir accompagner les personnes, enfin du moins les femmes en projet grossesse et ayant cette envie de tomber enceinte, ça a été quelque chose qui me tenait à cœur. Et effectivement, le SOPK est souvent au cœur des consultations de BIMUM. Alors déjà, on est ravis de t'avoir sur ce podcast. Merci beaucoup de le faire avec nous. Alors, première question, peux-tu nous expliquer ce qu'est le SOPK et en quoi une alimentation saine peut aider les femmes qui en sont atteintes du coup? Alors, il faut savoir que le syndrome des ovaires polykystiques, appelé plus communément SOPK, est dû à un dérèglement hormonal d'origine ovarienne et ou centrale, c'est-à-dire au niveau du système nerveux, le cerveau. Il entraîne une production excessive de testostérone, qui est une hormone habituellement produite en petite quantité dans l'organisme féminin. On a une élévation du taux de testostérone dans le sang des femmes concernées, et c'est ça qui pose problème, qui va apporter le trouble de l'ovulation et souvent une infertilité chez la moitié des femmes présentant un SOPK, mais aussi une hyperandrogénie, c'est-à-dire la production excessive de testostérone, avec potentiellement une hyperpilosité, de l'acné ou la chute des cheveux, mais aussi le syndrome métabolique, avec un excès de masse grasse, souvent associé à un surpoids, provoqué justement par cet excès d'hormones, la testostérone, ou une insulinorésistance qui prédispose au diabète, c'est-à-dire que le corps répond plus en fait par rapport au sucre apporté dans l'organisme. Il faut savoir que ça touche quand même une femme sur 10, le SOPK, et que c'est souvent la première cause d'infertilité, ou en tout cas du fait de la rareté ou de l'absence d'ovulation chez la femme. Donc effectivement, on ne soigne pas le SOPK, mais on peut en tout cas apporter du mieux-être sur les symptômes, et en ayant une action sur le poids, on a une action positive sur les SOPK. D'accord, très bien. Et du coup, pour pallier à ce surpoids enfin, surtout dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a vraiment des aliments qui sont spécifiques ou des groupes alimentaires à privilégier pour réguler les cycles menstruels, du coup, chez les personnes? Alors effectivement, l'idée c'est déjà d'avoir une alimentation équilibrée au quotidien, c'est-à-dire apporter des protéines, des bonnes graisses, des bons sucres, mais aussi des fibres, des vitamines, des minéraux, de qualité dans l'assiette, c'est-à-dire se privilégier sur une assiette intéressante, ressourçante, avec la moitié de son assiette visuellement apportée en légumes. On va aussi apporter des protéines, soit animales, soit végétales, à hauteur d'un quart d'assiette, et puis l'autre quart dernier sera plutôt des glucides complexes, qu'on appelle aussi féculents. On va les privilégier plutôt complets, qui vont être plus intéressants avec la richesse en fibres. À ça, on associe un fruit toujours pour avoir l'apport en vitamines et minéraux, et en fibres également. Le fait de travailler sur la quantité via cette répartition dans l'assiette, c'est déjà un premier pas vers un maintien de poids, ou en tout cas un rééquilibrage. Et puis on va travailler sur la qualité avec le côté bio. Effectivement, plus les aliments sont sains, et moins il y a d'effets sur l'organisme négatifs, et puis plus ils sont riches en fibres, notamment sur les glucides, et plus on va retrouver cet index glycémique bas qui va donc avoir lui un lien sur le côté insulinorésistance potentiellement présent chez les SOPK. On peut terminer aussi avec des bonnes graisses comme on disait, via les oméga 3 pour limiter l'inflammation. D'accord. Tu nous as parlé de indice glycémique bas. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et en fait comment il affecte les niveaux d'insuline? Alors, l'index glycémique, c'est en fait la capacité d'un aliment à faire varier la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Effectivement, plus l'index glycémique est élevé dans l'aliment, plus la glycémie varie, et donc plus on sollicite notre pancréas et la sollicitation aussi d'insuline pour réduire en fait ce pic de sucre dans l'organisme. C'est pour ça qu'on va vraiment se concentrer sur des index glycémiques plutôt bas,
qui vont faire moins varier la glycémie, vont apporter une satiété plus importante et éviter justement tous ces soucis liés à un potentiellement diabète. C'est-à-dire que lorsque on consomme un glucide, le pancréas doit produire de l'insuline, ce qui régule le taux de sucre dans le sang, comme je le disais à l'instant, pour produire de l'énergie. Là, dans le cadre du SOPK, la résistance à l'insuline, c'est vraiment une baisse de sensibilité des cellules liée à l'effet de cette baisse, qui entraîne une mauvaise utilisation du sucre par l'organisme et donc un taux de sucre plus important. Le taux de sucre dans le sang reste plus élevé que la normale, restimule à nouveau le pancréas qui va augmenter en fait à nouveau la sécrétion d'insuline. Finalement, on épuise l'organe pancréas sur le long terme et potentiellement on prédomine sur une installation d'un diabète à long terme. Lorsque l'alimentation est très riche en sucre et notamment rapide, on augmente donc l'insulinorésistance et les risques de diabète, et notamment chez les SOPK toujours. Diminuer l'index glycémique, c'est aussi diminuer les utilisations du pancréas sans être en carence énergétique. Parfois aussi, la diminution du poids de manière naturelle et progressive aura un effet positif sur les SOPK d'une manière générale. Alors comment baisser l'index glycémique d'un repas? Effectivement, il faut ajouter des fibres un maximum, des protéines également qui vont diminuer le côté sucré de ce repas, mais des bonnes graisses également, c'est-à-dire de bonne qualité, on évite le transformé, et puis des bons sucres, sucre de bouleau, l'érable, miel d'acacia ou sucre de coco, très intéressant pour le côté sucré dans l'assiette. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous donner dans la vie de tous les jours pour justement, quand on est dans le supermarché, savoir lire les étiquettes nutritionnelles des produits transformés et du coup, comment savoir quels produits acheter ou pas? Alors effectivement, certains produits sont vraiment à limiter et d'autres à maintenir dans notre alimentation. Il faut savoir que les produits transformés dans le supermarché sont forcément de mauvais augure. Souvent, on trouve des sucres cachés, même si on ne s'en rend pas compte. Avant même de regarder ces produits-là, on va déjà éliminer les produits de base, c'est-à-dire toutes les sucreries, les confiseries, les bonbons, les gâteaux, les sodas, sirops. Donc ça peut être tant des boissons que des aliments. En fait, ça, on va éviter un maximum, pour toujours pareil. Éviter d'augmenter cette glycémie qui a tendance à épuiser notre pancréas et potentiellement aussi augmenter notre poids. Sur le côté transformé, comment savoir si un aliment est transformé? Il faut regarder la liste des ingrédients. Plus elle est longue, plus l'aliment est transformé. Moins elle est longue et moins l'aliment a été transformé. Et aussi, moins il y a d'ajouts. Il faut savoir que quand on lit une étiquette, le sucre n'est pas forcément marqué sous forme sucre. Il peut être marqué sous différentes formes. Alors, je vais citer quelques exemples par exemple. Alors des basiques, sucre, sucre de canne, sucre inverti, ça on peut le trouver. Caramel également, on peut le trouver dans certains produits. On peut avoir aussi sirop de glucose, fructose. Bon, jusque-là, vous aviez bien imaginé que c'était du sucre, mais après on a aussi des cachets comme dextrose, galactose, maltose. Ça aussi, c'est des sucres qui sont présents dans les aliments, parfois ajoutés. On a également xylose, mais on a aussi encore plus caché les dextrines, maltodextrine, mélasse, ça aussi, tous ces noms-là, ce sont finalement des sucres ajoutés. Alors c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier des aliments avec des listes d'ingrédients plus courtes, de manière à éviter l'ultra-transformation, et puis peut-être décrypter un petit peu aussi les sucres ajoutés, parfois aussi le sel et les mauvaises graisses. Ok, je vois. Donc c'est quand même un travail assez conséquent à faire parce que du coup on va devoir supprimer beaucoup de produits qu'on a déjà intégrés dans notre alimentation et du coup ça va nous inciter à faire du fait maison. Et est-ce que justement toi tu as des exemples de collations saines justement pour les SOPK faites maison? Alors pour une collation saine et sans transformation, on peut partir sur un fruit frais par exemple qui va apporter des sucres certes mais bons sucres avec des fibres. Comme on le disait tout à l'heure, si on associe des fibres à un repas sucré, on diminue l'index glycémique. Donc là, on peut miser sur un fruit frais, plutôt de saison, c'est préférable. On peut ajouter avec ça une cracotte riche en fibres, par exemple type Vasa, ou alors une tranche de pain spécial, c'est-à-dire un pain à base de farine complète. Toujours pareil, on ajoute des fibres et des glucides là plus lents qui vont avoir un effet intéressant. Mais aussi des oléagineux, pourquoi pas, quelques noix, noisettes, entre 5 et 10 pièces par exemple. Là, on a une collation qui contient des sucres rapides, des sucres lents, des fibres et des bonnes graisses. Deuxième option, on peut choisir plutôt flocons d'avoine complet dans un verre de lait végétal ou animal comme on le souhaite. Attention sur le lait végétal, sans sucre ajouté. Et avec 3 fruits secs par exemple, dattes ou abricots ou pruneaux. Ok, donc ça c'était vraiment pour les collations. Après pour les repas, j'imagine qu'en fait
il faut aussi appliquer ça au repas de tous les jours. Comment est-ce que on peut planifier des repas équilibrés tout en prenant compte justement des besoins de la femme qui a le SOPK? Alors effectivement, s'organiser pour les repas, c'est toujours un petit peu sportif, hein, surtout pour les femmes qui travaillent, qui ont les enfants, ou qui n'ont pas d'enfants mais qui ont des obligations à côté. L'idée, c'est de partir plutôt des recettes qui vous font envie. Garder le plaisir dans l'alimentation, ça évite d'avoir des envies par ailleurs, et notamment des envies de sucre, hein, bien évidemment. Partez des recettes qui font envie, partez aussi des aliments de saison. Par exemple, là, on est sur une saison automnale, on peut partir de la base d'une courge qu'on apprécie et qu'on peut décliner sous différentes recettes. Vous avez aussi des applications qui vous permettent de choisir des recettes de saison avec des produits adaptés aussi en quantité pour le nombre que vous êtes à la maison. Ça crée un panier finalement avec les ingrédients nécessaires seulement à la recette, et pour le coup, pas de gaspillage, choix des aliments de saison, donc rapport qualité-prix très intéressant, et potentiellement possibilité de préparer les repas à l'avance, que l'on peut soit mettre au réfrigérateur ou alors congeler si besoin. Après, l'intérêt, c'est aussi avoir des indispensables dans son placard, d'avoir des féculents complets, d'avoir des légumes secs aussi, ça c'est les apports en fibres. Et puis les fruits secs également, c'est très intéressant pour toujours être bien rassasié. D'accord. Et hormis du coup cette alimentation très spécifique, est-ce qu'on a des compléments alimentaires, donc une supplémentation qui est recommandée pour le SOPK? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire lesquels et à quelle dose? Alors effectivement, avant même de vouloir prendre des compléments alimentaires, il faut avoir une alimentation de base bien complète et bien riche, hein. Je vous conseille de vous faire accompagner justement par un diététicien nutritionniste qui va vous apporter les éléments nécessaires pour avoir une alimentation déjà de base complète. On peut donc compléter avec les compléments alimentaires pour le SOPK, avec par exemple chez Bibem le S+, qui est un complément alimentaire à base d'inositol, coenzyme Q10, vitamines et minéraux. On a dedans donc le myo-inositol qui améliore la régularité des cycles chez la femme, notamment chez les SOPK, c'est ce qui est le plus ennuyeux. On va avoir aussi le chrome qui a un réel impact sur la glycémie et les envies de sucre notamment. Et puis, on a les autres composants comme l'acide folique, vitamine D3, coenzyme Q10, qui vont avoir de manière générale un impact sur le syndrome métabolique. Donc, moi, je conseille à ces femmes-là de faire déjà cette cure, et puis la cure d'oméga 3 qui est toujours associée chez nous, chez Bimem, qui va apporter aussi le côté anti-inflammatoire. C'est vraiment pas mal, et surtout que supplémentation est vraiment recommandée dans une alimentation en fait pour le SOPK. C'est ça la finalité. Finalité, effectivement, l'alimentation est un point clé pour pas soigner, mais en tout cas réduire les symptômes, mais aussi donc réduire souvent le surpoids qui est associé, améliorer effectivement la fertilité et donc aller au bout du projet bébé en général, sans douleur et sans complications. Et c'est super. Merci beaucoup Gladys pour toutes ces informations et du temps que tu nous as accordé. Et j'espère qu'on va te retrouver bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Avec plaisir. À bientôt! Si vous avez d'autres questions concernant votre désir d'enfant et que vous aimeriez échanger avec l'une de nos coachs en fertilité, n'hésitez pas à planifier un rendez-vous en utilisant le lien Calendly disponible en bas de la description.